Léo tombe. Léo tombe et Léo perd connaissance. Le père de Cécile me regardait avec beaucoup d'attention, beaucoup de fixité même. Et ça donnait que il mourait de me poser des questions. Or, Jules, il s'appelait Jules, Julius, en russe ou en hébreu, Julius était très attentif à tout ce que je lui disais. Alors il me dit, il a perdu connaissance, mais il est pas encore mort. Non, non. Il faut tout de suite sa femme prenne un avocat. C'est la société de transport qui est responsable. Je lui dis, on est d'accord. C'est sans doute la société de transport qui est responsable, plus celui qui est passé devant l'autobus. Mais c'est pas ça la question, Jules. Vous m'avez demandé ce qu'il y a, je vous dis, Léo, Léo, il est dans le coma. Vous voyez ce que c'est? Oui, oui, mais elle doit se faire payer. Non, mais on n'est pas en train de payer, Jules. On n'avait quand même pas ça en tête, c'est pas vrai. Non, non, mais faut pas laisser passer. Pour moi, vous savez, j'ai jamais calculé ce qu'il faut pas. Mais alors, pourquoi vous me dites ça maintenant? Pour vous dire que il y a toujours un responsable. Il faut que le responsable, il soit là-dedans. Mais j'étais surpris, mais époustouflé, que un homme dont je savais qu'il était menacé, pour ainsi dire, à tout instant, d'avoir une attaque à la fois cérébrale ou cardiaque, ou qu'il était très vieux, pense encore à ça. Et puis il est mort. Puis Léo est mort aussi. D'ailleurs, Léo est mort avant Julius. Et ça a fait beaucoup, si l'on peut dire, ça a fait, non pas plaisir, mais ça a conforté Jules. Léo, plus jeune que lui, est mort. Et lui, donc plus vieux, mourra après. Tout en m'ayant dit, sa femme, elle a fait les papiers, et je l'ai rassuré. Il avait l'air d'être tellement inquiet par les papiers. Je lui ai dit, mais c'est vrai, mais enfin, c'était quand même un homme âgé, vous savez, il faut pas... Si, il faut faire les papiers. Jules meurt. Et Jules est enterré. Plus tard, quelques semaines ou quelques mois, je fais un rêve qui répète une partie des obsèques de Jules. Nous nous trouvions, Cécile et moi, au cimetière juif de Bagneux, dans le quartier juif. Nous nous trouvions à l'entrée du cimetière. Nous attendions le fourgon mortuaire. Il arrive. Nous attendions aussi un rabbin. Il arrive. On sort le cercueil de Jules. On le met sur un brancard roulant. Et puis, premier conciliabule. Et on se dirige vers la sépulture. On arrive à quelques mètres du grand caveau général pour tous les morts natifs de Vilnius, qui est au fond Vilno, la capitale de la Lituanie, qui était aussi, si l'on peut dire, la capitale juive. Ça a été même la Jérusalem juive de l'Est, la Jérusalem de l'Est. Le rabbin me dit, vous allez dire la prière avec moi, c'est-à-dire le Kaddish. J'étais très, enfin, je sais pas quoi dire là, pas tourmenté, beaucoup plus que ça. Enfin, je regarde Cécile, et Cécile se penche vers moi et me dit, t'as qu'à dire oui. Alors je dis, oui, oui, bien sûr. Mais je lui dis, mais vous savez, je ne connais pas l'hébreu. Mais vous suivrez avec moi, vous répéterez ce que je dis, et ça sera suffisant. De toute façon, nous ne sommes pas assez ici, mais c'est comme si nous étions le nombre suffisant, parce que nous ne sommes pas dans un lieu couvert, et nous pouvons imaginer qu'il y a beaucoup de familles juives par ici, donc beaucoup d'hommes juifs là, et
nous pouvons réaliser l'enterrement religieux de Monsieur Julius, votre beau-père. Ah bon? Alors, on s'avance près du tombeau. Il dit des paroles en hébreu, il me tend un petit papier, je le lis, plus ou moins bien. Il était francisé. À preuve que peut-être on sait qu'il y a des non-juifs qui se marient avec des juifs et qu'on utilise leur personne masculine pour pouvoir prononcer le Kaddish. On trouve des compensations comme on peut, et pourquoi pas? Moi, je n'étais pas du tout heurté par ça. Je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un Kaddish pour le père de Cécile. On est arrivé jusqu'au bout du Kaddish, je répétais sans arrêt, et on a descendu Jules, et les hommes sont sortis de la sépulture, et ils ont dit c'est fait, et nous avons encore fait une prière que je répétais venant du rabbin, et nous nous sommes quittés. On a donné la pièce à l'un, la pièce à l'autre, et nous sommes revenus chez nous, au Cousin. Mais je ne pouvais certainement pas éviter de faire un rêve, car il est vrai que ce que je vis, disons dans la réalité dont je suis le moins sûr possible, car tellement souvent de fois je me demande est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que je suis dans la réalité, et ce n'est pas parce que je descends, que je retrouve Cécile, que je l'embrasse, que je la fais parler pour bien reconnaître sa voix, que j'ai la preuve de la réalité. Ça c'est fréquent, ça c'est même tout le temps. Zaza qui me regarde et qui me demande un bout de pain, elle pourrait d'une seconde à l'autre me parler, ça serait donc du rêve. Qui dit que ça serait un rêve? Et moi je pourrais parler chien, ouah, ouah, ouah. Qui dit que je serais en train de rêver? Rien n'est moins sûr dans tout ça. Alors j'ai rêvé du père de Cécile. J'ai rêvé de tout ça. Que nous nous trouvions, je pourrais presque dire que nous nous retrouvions, que nous nous trouvions au cimetière de Bagneux dans le quartier juif. Il y avait des hommes qui sortaient, le fourgon, mortuaire, le cercueil. Cécile et moi, nous étions là, près du brancard, à roulette. Et tout ça était vrai, n'est-ce pas? On déposait le cercueil dessus, un rabbin attendait. Je lui serrais la main, il ne serrait pas la main de Cécile, comme il faut faire. Je dis au rabbin, je suis le beau-père de Julius Remsas, donc le mari de Madame Cécile Rems. Et il m'a fait signe que oui. Cécile a haussé un peu les épaules, s'est mise derrière nous, le rabbin et moi, et nous avons poussé le petit brancard à roulettes avec Jules dessus, précédé par je ne sais pas qui, une sorte de Schnorrer. Schnorrer, c'est l'homme qui vient vous rappeler dans la confession juive à vos principes, à vos obligations et aux contraintes de la religion juive. Et il faut toujours qu'il y ait le jour de la mort et de l'enterrement un homme, c'est toujours un homme, à qui on va donner de l'argent, et surtout qu'il soit pauvre. C'est mieux qu'il soit pauvre. Celui-là était en tous les cas habillé de façon pauvre. Il nous précédait et en même temps tirait un peu le brancard à roulettes. Cécile était derrière nous. Le rabbin marchait à petits pas, moi je marchais à petits pas. Un grand drap noir recouvrait le cercueil de Jules. On a marché longtemps. Ça aurait pu être un peu comme le cimetière de Boulogne. Au bout, je n'aurais peut-être pas été étonné de trouver le mur et derrière le mur les caméras des studios de Boulogne et d'ici les Moulineaux. J'aurais pu aussi trouver au bout un grand hangar, dans le fond du hangar des chiffons sales, et Suzanne, les jambes ouvertes, voulant que je lui embrasse l'entrejambe. Tout me semblait possible, et même le rabbin savait que c'était possible. De temps en temps, il me donnait un petit coup de coude, il lisait dans mes pensées.
Moi, je ne lisais pas dans les siennes. On a marché longtemps, très longtemps, mais on a fini par atteindre le quartier des Juifs. Le quartier des Juifs, c'était le quartier où les tombes n'avaient pas de croix, où il y avait un Magen David sur la stèle, où il y avait des prénoms et des noms tout à fait reconnaissables. Jacob, Isaac, puis des noms de femmes aussi, Maroussia. Enfin, on continuait, on avançait, on avançait. C'était aussi grand que s'il y avait une ville. Les hommes et les femmes autour de nous, j'étais surpris, étaient assis sur les pierres. Moi, je croyais à ce moment-là qu'elles étaient, elles et ils, étaient en train de faire des prières. Mais non, pas du tout. Je m'apercevais à ce moment-là que les hommes et les femmes étaient en train de manger. Ils avaient un petit chiffon sur les genoux, ils bouffaient des olives, ils bouffaient des galettes. J'ai laissé le rabbin passer devant moi, je me suis retrouvé à la hauteur de Cécile, j'ai donné un coup de coude et j'ai donné aussi un coup de tête. J'ai fait signe pour ne pas parler vers les hommes et les femmes qui étaient sur les tombes juives. Le rabbin s'était mis à chanter devant nous. On a marché encore très longtemps. Je commençais à être fatigué. Et puis tout à coup, le rabbin s'est arrêté. L'homme qui tirait le brancard s'est arrêté. Le rabbin a levé les bras. Il a mis sa main ensuite dans une poche. Il nous a tendu quelque chose. C'était des morceaux de galettes. Alors Cécile et moi, on a compris qu'il fallait les manger. On les a mangés. On a marché. À ce moment-là, entre les tombes, là, on était sur une petite route. On a marché entre les tombes. On poussait le cercueil. Chaque tombe qui était là, mais alors, disons, en nombre grandissant, chaque tombe était occupée, habitée, si on peut dire, recouverte par des personnes qui, toujours continuaient, prenaient des repas. Et le rabbin, pour la première fois, s'étant arrêté, est venu vers moi et m'a vraiment adressé la parole. Je ne comprenais pas, il me parlait en hébreu. Mais moi, je lui répondais, pas du tout en hébreu, puisque je ne connais pas l'hébreu, mais dans une langue qui n'était pas le français. Et il s'avéra que lui, il comprenait très bien ce que je disais, parce que c'était de l'hébreu. Cécile me donna elle aussi un coup de coude pour que j'arrête. Je me tournais vers elle et je disais, mais il comprend ce que je dis. Et Cécile m'a dit, arrête, tu fais l'imbécile. Et le rabbin m'a dit, continuez. Ah, j'ai continué, à baragouiner. Mais j'essayais d'avoir, au niveau gluttural, comme ça, quelque chose qui soit un peu le ha. Et j'utilisais des mots sans doute un peu arabes que j'ai parlé dans le temps, il y a vraiment très 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 longtemps. Enfin, on était arrivé là devant un édifice un peu plus grand que tous les autres. Les autres, c'était des tombes, il y avait 4 personnes sans doute, ou 2 personnes, ou 1 personne dans la tombe. Mais là, c'était un édifice beaucoup plus important, une sorte de petit bâtiment. Ça ressemblait à ces petites constructions que l'on voit dans la campagne, qui ne sont au fond que le petit bâtiment renfermant les transformateurs de l'électricité, quoi, de l'EDF. On voit des fils arriver, des fils ressortir. Et ce sont des petits bâtiments carrés, mais un peu hauts, de 1 étage à peu près. Le rabbin me fit signe d'ouvrir la porte. J'étais sûr que la porte ne pouvait pas s'ouvrir, mais il y avait une poignée. J'ai tourné la poignée et la porte a été ouverte. À l'intérieur, j'ai regardé, et il y avait une rangée de transformateurs. Ceux-là même, qui se trouvaient dans l'usine Farman, où 40 ans avant, je travaillais comme électricien. J'ai été très étonné. Le rabbin, lui, m'a fait signe de m'approcher du cercueil, et en même temps, avec la tête, je devais comprendre qu'il fallait que je retire le drap noir qui était dessus. Alors, j'ai commencé à rouler le drap noir. J'ai pas voulu le tirer comme ça, ni le plier,
Je l'ai roulé comme on roule une toile cirée. Et j'arrivais très bien à enrouler le drap noir. Ça a demandé beaucoup de temps et le rabbin souriait. Il trouvait sans doute que j'étais très délicat. Cécile regardait en l'air, elle, pas du tout comme si elle était en état d'extase, mais elle commençait à en avoir assez. À ma grande surprise, mais je voyais très rapidement que c'était à la surprise aussi et de Cécile et du rabbin et de l'autre à qui on devait faire aumône, je voyais bien vite que le couvercle du cercueil n'était pas normal. En effet, quand j'enroulais le drap noir, quand je suis arrivé à la moitié du cercueil, ou un peu plus de la moitié, j'avais eu du mal à passer un petit obstacle qui était sur le cercueil. Et sur le cercueil était fixé un crucifix. Il y avait le corps du Christ, qui était là, les bras ouverts, les jambes serrées, mais le corps avait été peint. Il était beaucoup plus laid que d'ordinaire, mais qui est-ce qui avait foutu ça là-dessus? J'avais bien dit, mon beau-père était mort à Levroux, près de Châteauroux, et j'avais dit à la personne qui s'était occupée du transport du corps, attention, nous ne sommes pas des chrétiens, parce que dans ce cas-là, moi je ne suis jamais chrétien, d'ailleurs je ne suis pas chrétien. J'ai dit, nous ne sommes pas chrétiens, donc il ne faut pas mettre de crucifix, nous sommes d'une autre religion. Bien sûr, monsieur, mais va te faire foutre. Comme tous les chrétiens, dès qu'ils le peuvent, et quand ils le peuvent, ils essayent de récupérer quelque chose. Cécile s'est mise à pleurer. Le rabbin d'un doigt, désignant ça, me faisait comprendre de retirer la croix tout de suite en secouant son doigt, comme ça. L'homme qui était devant, qui était soi-disant le pauvre Schnorrer à qui il fallait donner la pièce, lui tournait en rond autour du cercueil, en marmonnant ou en psalmodiant. Je trouvais qu'il avait entièrement raison. C'était une honte que d'avoir foutu un crucifix sur un cercueil où un juif était enfermé. Est-ce que l'on mettrait les tables de la loi sur un cercueil ou un Magen David d'un chrétien? Jamais un juif ne ferait ça. Mais comment faire pour retirer ça? J'étais beaucoup plus que confus, j'étais honteux. J'aurais aimé, j'étais mortifié, mais non pas m'agenouiller, mais me dire je suis coupable, je me sens coupable. Les miens ont fait une saloperie, mais je ne pouvais pas dire ça puisque j'avais dit le Kaddish en hébreu avec lui et que j'étais le mari de Cécile, le gendre de l'homme qu'on enterrait. Comment retirer la croix? En fait, je ne devais pas me sentir responsable du sacrilège, mais je savais, moi, que j'étais responsable de sacrilège. J'aurais dû, au moins, dès qu'il était arrivé, regarder si. Jamais j'aurais cru les chrétiens capables d'une telle ignominie. Ah. L'objet avait été fixé sur le couvercle, je m'approchais, je regardais, mais pas seulement fixé, posé, mais vissé. Je n'avais pas d'outil pour dévisser ça. Comment faire? Le rabbin avait quitté sa place et s'était approché à l'intérieur du bâtiment. Il regardait à droite, à gauche, du côté des transformateurs, mais lui regardait certainement pas les transformateurs. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que sur le côté du petit bâtiment, des transformateurs, j'en ai vu des centaines dans ma vie, il y avait toujours, et particulièrement chez Farman, on avait toujours fabriqué une petite boîte où on avait incrusté une petite cache avec une porte fermée avec un cadenas, contenant toujours des outils, les premiers outils, disons, utiles pour un dépannage. C'est-à-dire, ça sentait le feu, on nous prévenait, vite, 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 il y a de la fumée qui sort des transformateurs. C'était pas la peine qu'on prenne immédiatement des outils, on savait qu'en courant, sans perdre de temps, on arrivait au transformateur, on faisait sauter le cadenas si on n'avait pas la clé, et on avait les clés permettant de couper tout. Ça avait peut-être disjoncté, mais ça brûlait dedans. Bon, on pouvait même vidanger les huiles. J'ai donc trouvé la niche à côté de la porte, comme dans les transformateurs de chez Farman et d'ailleurs. Et à l'intérieur de la petite niche, il y avait les outils, avec un marteau, un tournevis, une pince Monseigneur, tout était là, des clés à tube. Ça pardonnait les goyes. Je suis revenu vite vers le cercueil,
Et puis avec le tournevis, j'essayais, mais c'était pas... Ils n'avaient pas mis des vis, ils avaient mis, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis. Ils voulaient que ça ne soit pas arraché. Ils étaient plus fumiers que d'habitude. Je regardais Cécile elle me faisait signe du menton. Tire. Je ne peux pas tirer. Ils ont mis des boulons, ces fumiers-là. Le rabbin était toujours dans la baraque des transformateurs, qui pour lui était la baraque des cercueils juifs. Je lui ai fait signe de la main, je vais y arriver. Il était beaucoup plus calme que tout le monde, il faisait signe de la tête, oui, oui, oui. J'avais pris le marteau, qui était assez gros, qui était presque une masse, et avec le tournevis, j'essayais de passer en dessous le crucifix et de taper. J'y arrivais pas. Je tapais, mais j'arrivais pas à arracher. Le mieux, c'était d'essayer d'arracher d'abord le corps du Christ. Alors là où il avait les clous aux pieds, marteau et tournevis, pam, 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 je tape. Ça saute pas, mais ça bouge. J'arrive au bras, premier bras, pam, 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 ça bouge. Deuxième bras, pam, 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 j'arrache. Je passe le tournevis dessous, je fais levier, j'arrache le crucifix. Il ne restait plus que la croix. La croix, il fallait aussi que je la retire. Je fous le crucifix par terre. Avec la croix, je tape encore le tournevis, j'y arrive pas. J'essaye de tourner, un peu de dégripper les tournevis. Mais j'ai compris ce qu'ils avaient foutu, des boulons à l'intérieur. Ils savaient que c'était un juif. Ils voulaient jusqu'au bout le faire chier, le récupérer, lui faire payer. Alors avec la masse qui est devenue d'un seul coup beaucoup plus grosse qu'un marteau, j'ai commencé à taper sur le cercueil, à taper sur la croix qui voulait pas bouger. Puis tout à coup, la croix s'est comme détachée, tombée par terre. Plus de croix. Le calme est revenu. Le rabbin s'est approché. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire. Tout était fait. Israël. On a sorti de son logement sur le cercueil. Le cercueil. On l'a amené entre les transformateurs. Il y avait une petite niche, on l'a glissé dedans. Il est tombé en bas. Il était à sa place. On a fermé la niche. On a tiré la porte. Je suis allé replacer le marteau, la masse, le tournevis dans la petite niche. J'ai refermé comme j'ai pu. J'ai regardé le rabbin. Je me demandais ce qu'on allait faire du crucifix et de la croix qu'il l'avait portée, soutenue. Cécile, elle était déjà beaucoup plus loin. L'autre homme qui était avec nous, il cherchait. Le rabbin lui a fait signe de venir. Il est venu. Il lui a parlé en français. Il lui a dit, tu vas ramasser ça. Tu vas le mettre dans ton manteau. Et puis quand tu sortiras, tu le mettras là-bas. Il y a des boîtes. Tu le mettras dedans. Et il s'est penché vers moi, puis il m'a dit, donnez-lui quelque chose. J'ai mis ma main dans ma poche. J'ai trouvé des tas de pièces. Je lui ai donné. Il m'a remercié. C'était l'homme qui allait effacer les sacrilèges. Il est parti devant nous, on a rattrapé Cécile. On a marché, tout doucement, vers la sortie du cimetière. Le rabbin, il m'a donné une petite tape sur le dos pendant qu'on marchait. Puis il m'a fait un sourire. Il m'a dit, faudrait prier maintenant. Je lui ai dit, j'ai peur de mon hébreu. Oh, ça fait rien. Tu es un bon garçon, il m'a dit. J'ai dit ça, je suis pas sûr, mais il faut pas trop poser de questions. Pas de zèle. Ah, je lui ai dit ça, je suis d'accord. Faut pas de zèle. Le cercueil, il est à sa place. Mon beau-père, il est là où il devait être. Tout est fait. Ah, on marchait tout doucement. On allait vers la sortie. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est moi, au fond, qui me suis retrouvé avec la croix enfoncée dans la ceinture de mon pantalon? J'avais en tous les cas, en fur et à mesure que je marchais, très très mal. J'ai passé ma main dans la poche de mon pardessus, puis j'ai tâté et j'ai trouvé effectivement que la croix était là. Comment se faisait-il que
le vieux, le schnorrer, qui avait ramassé la croix, me l'avait filé dans le pantalon, je m'en étais pas rendu compte. Mais alors qu'est-ce qu'il avait fait aussi du corps du Christ? Je cherchais dans mon autre poche, je trouvais mes tout petits, un petit objet, comme une petite boîte d'allumettes. Je sortais, je regardais, c'était le crucifix, il s'était rétréci. Mais c'était lui, avec de la peinture dessus. Cécile et le rabbin se parlaient tout bas. J'entendais rien. Ils se sont mis à marcher, moi je marchais. Ça me blessait la cuisse, la croix. J'étais obligé de tenir la jambe un peu raide. J'ai essayé de glisser à l'intérieur, mais c'était difficile. Un peu de ma chemise pour me protéger. J'étais sûr que j'étais en train de m'arracher la peau. Il devait y avoir comme des éclats quand je l'avais tapé dessus. Au moment de sortir du cimetière, il y a des gardiens qui sont sortis de leur petite maison. Ils sont venus au-devant de nous. Moi, j'ai compris. Le rabbin a compris. Cécile, je ne sais pas si elle a compris. Mais comment aurait-il fait pour venir au-devant de nous et nous demander la croix? La croix, elle avait été fixée quand le beau-père avait quitté la morgue à côté de Châteauroux. Je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas eu une erreur de commise avec un autre cercueil qui n'aurait pas été celui de Cécile? Ça aurait expliqué la croix. J'aurais donc brisé, cassé, saccagé la croix et le Christ sur un cercueil qui ne contenait pas mon beau-père. Les gardiens ont laissé sortir Cécile, la première. Ensuite, ils m'ont fait signe, moi aussi, je pouvais sortir, derrière Cécile. Elle n'avait pas voulu. J'ai dit, je veux que mon ami, le rabbin, il sorte avec moi. Alors ils ont fait signe non de la tête. Alors j'ai dit, si je sors, il sort. Puis il y avait la croix qui était là, qui pesait, qui devenait, à mon avis, de plus en plus grande, plus le petit crucifix dans ma poche. Alors on a commencé vraiment des conciliabules. Ça allait en se compliquant. Il y a Cécile qui est revenue. Je voyais qu'elle devenait rouge. Je la connais. Je sais que de temps en temps, elle a une sorte de... Alors, je ne sais pas s'il faut dire une colère, mais il y a quelque chose qui monte en elle et qui est irrépressible. Et quand ça lui arrive contre moi, elle ne peut pas se calmer. Enfin, elle deviendra, à la limite, violente, grossière. C'est Cécile. Je lui ai fait signe comme ça, avec la main. Chut, faut pas parler. Faut pas parler, mais elle était bien décidée, et elle a parlé. Et tout à coup, elle est venue au milieu de nous, des gardiens, du rabbin et de moi, et elle s'est adressée aux gardiens en leur disant « Vous croyez encore autant d'occupation? Il faut changer votre manège maintenant. C'est fini tout ça. » Oui. Un instant, j'ai pensé qu'elle risquait gros parce qu'on était encore sous le temps de l'occupation. Je l'ai pensé. Et puis le rabbin, tout à coup, qui avait une barbe tout à l'heure, n'avait plus de barbe maintenant. Donc lui aussi pensait pareil que moi. Et puis la croix dans mon pantalon qui me blessait la cuisse. Et puis le petit crucifix qui était dans ma poche à droite. Je tâtais, oui, il était toujours là, mais il avait comme grandi. S'il se mettait à nous fouiller, qu'est-ce qui se passerait? Le rabbin, il avait rien. Mais moi, s'il me fouillait, on était tous foutus. Il n'y a pas que moi qui prenais. Si c'était encore sous le temps de l'occupation, c'était Cécile, le rabbin, l'autre, il avait disparu, mais il le retrouverait, et moi. Il y a Cécile qui est venue près du rabbin, elle lui a pris la main, elle l'a tiré à lui, et fermement, elle est sortie du cimetière. Il n'y avait plus que moi. Et moi, j'avais toujours la croix, et Cécile faisait une erreur. Je savais quelle erreur faisait Cécile.
puisque je suis un goy, il pourrait me déculotter, me regarder la bite. Il n'y a pas de circoncision. Mais, ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais ramassé la croix, et puis que j'avais ramassé le Christ, et que j'avais ça dans les poches, et puis l'autre sur la cuisse. Et ça ne serait pas pardonné. Il n'y avait qu'un juif pour faire ça. Donc je n'avais pas été circoncis. Je m'étais arrangé à me recoudre. Je me suis mis à trembler très très fort. Les gardiens se sont mis à rire. Je voyais Cécile, elle avait passé la ligne de démarcation. Elle avait franchi la porte qui séparait le cimetière de la rue de Bagneux. Et elle ne pouvait plus rentrer maintenant. C'était fini. Il y avait une barrière qui était descendue. Elle s'était écartée de la barrière un peu, mise au loin, puis elle me faisait signe. Viens, viens. Ouais, ouais. Je ne comprenais pas que c'était cuit. Je regardais sur les murs. Il y avait les murs de la maison qui étaient l'abri des gardiens. Je ne sais pas pourquoi, mais comme des ex-voto, il ou on avait punaisé, accroché une multitude de calendriers qui devaient être en vente, puisqu'il y avait des petites étiquettes avec des chiffres dessus, ça devait être le prix. C'était pas le prix qui m'intéressait. C'était l'année du calendrier. Seulement j'étais trop loin. Les prix étaient écrits avec des caractères beaucoup plus gros, des chiffres beaucoup plus gros. Je voyais, oui, je voyais le prix exorbitant du calendrier, sans doute. Ou peut-être le prix exorbitant pour pouvoir passer la ligne de démarcation. De toute façon, si on passait en payant ce prix-là, à peine on était en train de passer qu'on se faisait arrêter. C'était la date des calendriers qui était importante. Je faisais signe à Cécile les calendriers. J'aurais voulu qu'elle écrive par terre le chiffre qu'il y avait sur les calendriers. Je sentais, mais elle ne le sentait pas, que tout le nœud, tout le dénouement du problème se trouvait là. On ne peut pas dénouer un problème comme ça. Je me souvenais, j'étais là au milieu d'un cercle de gardiens qui n'avaient plus l'uniforme des gardiens, qui étaient d'autres uniformes, avec un chef de gardien qui avait une sorte de casque. Ça défilait dans ma tête. Et ça défilait certainement très vite, parce que les gardiens n'avaient pas la patience que moi je semblais avoir. Ça défilait des images que j'avais oubliées ou que j'inventais. J'avais un gros par-dessus et en dessous j'étais recouvert d'armes. Ça m'est jamais arrivé, ça. Jamais. J'ai transporté une fois une mitraillette complètement démontée. Le chargeur dans une chaussette, le canon dans une autre chaussette, la culasse dans le slip, la poignée sous un bras, le chargeur sous un autre bras, puis quand même des balles. Ouais, dans le dos. Ouais. Les flics, ils fouillent rarement dans le dos, ils touchent rarement le dos. Ils touchent le côté, ils touchent le ventre, ils touchent les cuisses, les mollets. Mais j'avais pas ça sur moi. Puis on n'était plus en guerre, j'étais convaincu que la guerre était terminée. Et même depuis longtemps. Sinon, j'aurais pas rencontré Cécile. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à me faire chier, ceux-là? Cécile, je l'ai rencontrée en 51. Puis je regardais encore du côté des calendriers. Alors je voyais le prix, là, 250 000 francs. C'était pas ça qui m'intéressait. C'était l'année du calendrier. Et Cécile ne comprenait pas ce que je voulais lui faire comprendre, moi. Et moi, je ne pouvais plus bouger de cette sorte de cercle de feu de ces types. Et moi, j'avais un crucifix, c'était comme une mitraillette. Parce que d'abord, un crucifix, ça peut devenir une mitraillette à tout instant. On ne sait jamais. Et puis peut-être que c'était pas un crucifix. C'était peut-être ça. Une arme.
Il y avait l'autre fois où, effectivement, dans la rue, il y avait une rafle. C'était serré. Très serré. Il y avait un camion et puis les types montaient dans le camion. On leur faisait signe, avec le bout du flingue. Direction le camion. Et vraisemblablement, quand le camion serait plein, on baisserait les bâches, on mettrait des frites à la fin, et on roulerait jusqu'à Mont-Valérien, ou bien la gare de l'Est. Si c'est la gare de l'Est, c'est du temps de gagné. Si c'est le Mont-Valérien, c'est du temps de perdu. Mais des fois, ça allait encore beaucoup plus vite. On n'avait pas le temps d'arriver au Mont-Valérien, on s'arrêtait au bois de Boulogne. Ouais. Ben moi, là, j'avais rien. Et j'avais une seule chose. Une seule chose, c'était... ce que je savais pas. J'avais apporté quelque chose, quelque part. Et c'était pas pressé, mais c'était un quartier qui était complètement bouclé. Et il fallait qu'il y ait une alerte, donc un bombardement, pour que je puisse passer, parce que je faisais partie de l'ADP. C'était la défense passive. C'était une bonne combine, ça, pour voyager la nuit en dehors du couvre-feu. Et je l'avais dans la poche, le message. Et ça faisait 2 jours que je l'avais caché chez moi, chez mes parents. Quand j'ai vu le camion, pendant l'alerte, ils avaient donc chopé des hommes qui descendaient des maisons, qui allaient dans les abris, direction le camion, pas direction la cave. Ah, ils étaient pourris, ces types. Et moi, j'étais là. J'avais commencé à aller vers le camion, j'allais pas faire un demi-tour radical, mais j'ai traversé la rue pour aller, soi-disant, vers une autre cave. Mais j'ai entendu. Allô, allô. Ah ouais. J'ai continué à marcher. Si j'en prends une, ben, tant pis, je la prends. Je suis arrivé juste à la porte. À ce moment-là, j'ai entendu courir. J'ai vite sorti mon brassard de défense passive. C'est un brassard jaune, imprimé en noir. Je l'ai vite mis là, tac, tac, accroché à mon bras. J'avais mon casque à la ceinture. C'était un casque de l'armée française. Je me le suis foutu sur la tête. Ils sont arrivés à la porte. Halt! Comme! Je les ai regardés. Ils sont restés un peu stupéfaits. Défense passive. J'ai ouvert la main comme ça, j'ai montré que j'avais rien dans les mains, puis que je descendais. J'ai montré que je descendais. En même temps que je montrais que je descendais, je sentais que moi-même je descendais. Ils ont fermé la porte, que je tombais presque dans les pommes. Ils sont repartis, ils ont emmené des gars. Je suis resté là longtemps sans doute. Puis quand je me suis un petit peu soulevé, ben, on entendait au loin des explosions. J'ai ouvert la porte, je ne suis pas descendu dans la cave. J'ai ouvert la porte, il n'y avait plus de camion. La fin de l'alerte est arrivée. Je suis allé porter ça, le message, dans une boîte. Là où je devais aller, la porte était encore ouverte puisque les gens entraient et sortaient pour aller dans les caves. J'ai trouvé la boîte et j'ai glissé ça dans la boîte. Peut-être que le message c'était seulement « amène-nous du pain ». Mais même « amène-nous du pain », ça voulait peut-être dire « amène-nous des grenades ». On a besoin d'hommes. Je m'étais pas promis, pas juré, parce que... Mais sur le moment, je m'étais dit, quand on me dira, il y a un message à porter, le prochain, je dirai non, pas tout de suite, plus tard. Mais je me suis dit ça le soir. Je suis rentré à la maison, je me suis couché. J'ai pas dormi. Puis je me réveille maintenant, puis je suis devant mon dessin. Ça arrive, ça. Je suis devant un dessin qui n'a pas avancé, qui n'avance pas, qui n'avancera pas. Pourquoi est-ce que je dois passer tant et tant de dégoût pour arriver au bout de ce qui n'est jamais un bout? Si seulement j'arrivais à comprendre ça. Parce que là, je suis en train de m'amuser d'une certaine manière. C'est pas autre chose qui se passe. Il y a des rêves qui reviennent.
Il y a peut-être des rêves qui viennent, non pas qui reviennent. Que je tourne, que je... Mais là, je suis nez à nez avec lui. Je fais pas de concours de... Je fais pas de concours de dessin. À mes yeux... Mais à mes yeux, il n'y a rien, parce que mes yeux, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Il n'y a pas d'aboutissement. Il y a des hésitations. Les hésitations, c'est peut-être elles qui doivent me conduire vers le chemin de ce qui serait vrai. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire, est-ce que ce que je... Comment je peux dire ça? Est-ce que je confie là des choses. Je me livre. D'une certaine façon, je suis à la fois mouillé. Je suis en sang de faire des choses comme ça. Mais j'ai besoin. J'ai besoin, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de dessiner, c'est plus fort que moi. Mais après, j'ai dit, je redis encore, je redirai toujours, il faut finir de mentir. Sûr, c'est une façon de se nettoyer, de se décanter, de s'épurer. Mais je ne me suis jamais décanté. Je n'ai même pas pu me décanter avec les êtres que j'ai rencontrés. Je suis dans l'incapacité de me faire comprendre. Je ne veux pas dire que je commets erreur sur erreur, mais tout de même, j'accumule. Hein. Je ne peux pas prendre d'exemple. Le seul sur qui je pourrais m'appuyer, je ne peux pas le faire. J'aurais un culot monstre. Jamais je me mettrais même contre lui. Enfin, contre, oui, mais admettons qu'il serait là. Hein, bon, bah, j'appuierais mon épaule contre son épaule. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ça serait pas bien, ça. Et puis je ne serais pas juste, je ne serais pas vrai. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Je suis d'accord avec personne, dans le fond. Mais c'est ça mon... Enfin, c'est pas ça mon problème. Non, c'est pas vrai, mais... Une partie de ce qui souffre en moi, elle est là. Je sais pas quoi. Je sais pas quel mot utiliser. J'allais me tromper, j'allais dire concupiscence, au lieu de dire compromission. Je vois pas trop quelle est la différence. Il y en a, mais là, ça m'échappe. Mais c'est sûr que je convoite, en tout cas. Je sais pas si concupiscence, c'est la convoitise. Ah, je convoite, non pas le bien-être, mais je convoite pas le calme non plus. Et après tout, qu'est-ce que je convoite? Là, j'ai jacté des heures et des heures. J'ai même, pour ne pas avoir de problème à tourner trop souvent les cassettes, j'ai fini par trouver des cassettes à 120 minutes. Ben, c'est pas bon, alors j'en ai foutu une en l'air. J'ai trouvé des 100 minutes. Ça fait 50 minutes, presque une heure de chaque côté. Mais je n'arrête pas depuis que je les ai mises. Elles s'entassent là, A, B, C, D, E, F, maintenant je suis âgé. J'ai même regardé quel était le fond, le dessin qui arrive. Pire que ça, hier quand j'ai eu fini. Pourquoi c'est pire? Non, il faut payer, il faut tout payer. Mais j'ai pas à payer ça. Je n'ai pas fait de mal de parler. Non, mais t'as pas fait de bien. Bon, hier je descends, il était 6 heures. Cécile était en bas, elle faisait la soupe. Bon, je l'avais pas vue pratiquement de la journée. Me v'là, je dis, me v'là. Alors, ça va? Alors, j'ai envie de dire non. Pourquoi j'ai envie de dire non? J'en sais rien si ça va ou pas, puisque j'écoute pas et que j'écouterai pas ça. C'est elle qui me dira, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, oui, j'ai écouté, ça va. Ou bien, j'ai écouté, ça va pas. Comme 10 ans auront passé, m'en fous qu'elle les mette au feu. Mais alors quoi? Alors, me voilà devant Cécile. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Bah, il est 6 heures, j'arrête. Ça s'est bien passé? Je sais pas. Tu sais pas... T'en as fait combien? Je ne sais pas. Ah, ça y est, je sentais de mauvaise humeur. Non, pas vraiment. Écoute, Cécile, c'est pas possible de faire comme je fais. Hein, Cécile, bon, elle avait un chiffon à la main. Elle l'a tenu sur son ventre. Elle a mis sa tête sur le côté. C'est une pose qui lui va très bien.
C'est une pause dans laquelle j'aimerais la prendre et faire l'amour avec elle. Son chiffon et sa tête sur le côté. Je ne sais pas si elle me plaint, si elle me trouve beau, si à ce moment-là, il y a une sorte de surcroît d'amour. Au fond, j'attends tout d'elle. Résultat, c'est quoi? Résultat, c'est Cécile. Ça n'est pas bien ce que je fais. Je tue mon dessin tue ces bandes, le dessin et les bandes tuent ce que j'ai dans mon crayon, dans ma plume. Je suis fatigué. Cécile me regarde encore, toujours. Elle était appuyée à l'évier. Zaza était là. La lumière que j'ai installée au-dessus de l'évier l'éclairait par derrière. Elle était jolie, Cécile, hier. Elle est souvent jolie, Cécile. Alors? Oh, je vais te faire sursauter. Alors j'écoute. Si tu voulais, tu me rendrais service. Ça dépend pourquoi. Sois bonne avec moi. Oh, je crois que je ne suis pas mauvaise avec toi. Alors tu montes, tu prends toutes les bandes vierges et tu les mets dans une valise et tu les plantes quelque part. Je n'oserais pas en acheter d'autres si je sais qu'il y a des bandes vierges quelque part. Et comme je ne sais pas où elles sont, je ne les chercherai pas longtemps, tu les cacheras bien, je ne continuerai pas, je ne recommencerai pas. Et les autres bandes, alors tu verras, elles sont marquées A, B, C, D, E, F. Peut-être que c'est arrivé jusqu'au G, je ne sais pas. Ça fait 8 bandes de 100 minutes chacun. Ça fait 800 minutes. C'est beaucoup. Il ne faut pas que je recommence. Il ne faut pas que je continue. Je me démolis. Cécile a haussé les épaules. Ça voulait bien dire ça, il n'y a que toi pour le dire. Je ne te demande pas, monte là-haut, range les crayons, range les gommes, mets n'importe quoi sur ma table à dessin pour que je n'y retourne plus. Peut-être que je te le demanderai un jour, hein. Elle secoue la tête. Elle a l'air de dire non, mon pauvre Fred. C'est vrai, je suis un pauvre Fred. Tu me crois pas? Si, je crois que tu es fatigué. Ah, Cécile, je suis non seulement fatigué, j'ai mal partout. Je suis passé dans le petit cabinet de toilette qui est en bas à côté de la cuisine. Là où Sirène fait pipi, là où Cécile et moi, quand on est en bas, on ne remonte pas au premier étage et ben, on vient faire pipi là. C'est les cabinets communs, les animaux et nous. Je me suis assis, j'avais envie de pisser, mais je me suis assis. J'ai eu fini, j'ai eu envie de tousser. De tousser, j'ai eu envie de cracher. De cracher, j'ai craché dans le lavabo. Et dans le lavabo, j'ai craché un crachat, pas très propre, avec du sang. Est-ce que c'est parce que j'ai parlé toute la journée? Et puis la veille, j'avais parlé toute la journée. Est-ce que c'est ça que je fais? Je fabrique du crachat sanguin, sanglant, sale. La porte s'est ouverte, Cécile est rentrée. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah dis donc, je pourrais quand même pisser sans que tu viennes. Mais t'es pas en train de... T'es au-dessus du lavabo. C'est toi qui as craché ça? Oh, c'est moi, je me suis raclé la gorge. Ne te mets pas dans cet état-là, Freddy. Mais je ne me mets pas, je ne suis pas responsable de cet état-là. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de parler. Pour moi, c'est comme si je tenais un crayon. C'est pareil d'ailleurs que quand je tiens un crayon. Quand je tiens un crayon, ça se déroule. Quand je parle, ça sort. Ça se déroule de moi, ça se roule sur la bande. Maintenant, si tu me demandes pourquoi je fais ça, je vais te dire, je ne sais pas. Je suis mordu, je suis fatigué, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Cécile, je suis peut-être perdu. Cécile, viens vers moi.
Cécile s'est approchée. On était là. Sirène était venue, elle se mettait à gratter sa caisse parce qu'on était dans son petit local à elle aussi. Je crois qu'elle aime bien qu'on soit là et qu'elle vienne pisser. Alors on l'a entendu gratter. Voilà, puis elle est sortie. Miaou. Elle est contente quand elle a pissé ou quand elle a fait autre chose. Zaza, c'était pas pareil. Zaza, elle fait pipi dehors. Zaza, elle sentait que Cécile était triste. Zaza sentait que on se parlait, quoi. Elle voulait, à sa façon, participer. Zaza veut participer à tout. Même si on faisait l'amour, elle mettrait son nez quelque part. Ouais. Zaza, c'est une sorte de fille à nous. Ouais.